Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos qui couvrira les batailles majeures de la guerre de 100 ans. Ces vidéos sont longues et difficiles à produire, donc n'hésitez pas à me faire des retours dessus, en commentant la vidéo ou en la likant, en la partageant. Ça fait toujours plaisir, et je vous en serai grandement reconnaissant. For all English speakers, subtitles are available in the options. Et maintenant, allons nous replonger dans ce conflit tumultueux qu'est la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans débute en 1337, suite à un conflit dynastique entre les Plantagenets et les Valois. Deux grandes familles françaises, une sur le trône d'Angleterre et l'autre sur le trône de France. En 1328, le roi de France, Charles IV, meurt sans héritier. Le roi d'Angleterre, Édouard III, avait une revendication au trône, étant le neveu du défunt roi de France, par sa mère. Mais les nobles français ne l'appréciaient guère, et le peuple ne voulait pas d'un monarque étranger. Le comte Philippe de Valois fut donc choisi à sa place. Pour légitimer ce choix, les nobles français établirent une nouvelle règle de succession. Le sang royal ne se transmettrait désormais plus que par les héritiers mâles. Édouard, ayant le droit au trône par sa mère, ne pourrait plus le revendiquer. Le roi d'Angleterre accepta la loi et renonça au trône de France. Mais quand les Français supportèrent les Écossais dans leur guerre d'indépendance, celui-ci renouvela ses revendications. Édouard étant un sujet du roi de France, cette revendication était une insulte à la couronne de France et à son souverain. Philippe décida donc de punir son vassal en confisquant certaines terres en Guyenne. La guerre était alors inévitable. En 1346, Édouard mène une armée de 15 000 hommes en Normandie et entreprend une grande chevauchée, pillant toutes les villes sur la côte, se rapprochant pas à pas de Paris. Philippe VI tarde à réagir, mais il finit par avoir à sa disposition une armée considérable, la crème de la crème dans l'art de la guerre continentale. Une armée de tous les duchés de France, et plus loin encore, des ducs de Normandie, de Blois, de Flandre, d'Alençon, de Paris, de Lorraine, de Bohême et même des Génois. Quand Édouard apprit que cette armée gigantesque se dirigeait vers lui, il rebroussa chemin et tenta de fuir vers la mer. Les deux armées se firent face à Crécy. Le 26 août 1346, l'armée anglaise prit une position défensive sur une colline. Cette dernière était composée d'environ 15 000 hommes, dont la moitié étaient des archers lourds et bien entraînés. Le reste étaient des piétons, sergents, hallebardiers anglais et gallois. On compte également un bon contingent de chevaliers. Sur leur flanc, les troupes positionnent des bombardes, une première forme de canon utilisée pour les sièges. L'armée d'Édouard fut alors disposée en 3 divisions, chacune comprenant des hommes d'armes au centre et des archers sur les flancs. Le roi commanderait la 3e division, placée en réserve. La formation de droite serait commandée par son fils, Édouard de Woodstock, le prince noir. L'armée française était commandée par le roi Philippe et comprenait 30 000 hommes, avec un fort contingent de troupes montées. L'armée était supportée par des renforts de Bohême, menés par leur vieux roi aveugle, Jean Ier de Bohême, ainsi que 6 000 arbalétriers mercenaires génois. La cavalerie était menée par divers ducs, des grands noms du pays et de grands chevaliers. L'infanterie française était principalement composée de milices des communes, et bien que nombreuse, n'occupa pas un rôle majeur dans la bataille. En se déployant sur le champ de bataille face aux Anglais, Philippe ordonna une attaque rapide. La bataille commença par un échange de tirs entre les arbalétriers génois et les archers anglais.
furent décimés par les volées de flèches anglaises, poussant un grand nombre d'Italiens à battre en retraite vers leur propre ligne. Les nobles français, voyant les mercenaires reculer, furent pris de dégoût pour ces incapables lâches et décidèrent de les réprimer en menant une charge punitive. Ils piétinèrent les arbalétriers et poursuivirent leur charge frénétique désorganisée sur les Anglais. Les archers tendirent leurs arcs et décochèrent des pluies de flèches meurtrières sur la cavalerie française. Un archer d'élite pouvant tirer 8 flèches par minute. En 10 minutes, les 8000 archers anglais avaient décoché 640 000 flèches sur la ligne française. Les cavaliers tombaient avec leurs montures, obstruant le passage pour les autres. Ceux qui parvinrent à atteindre la ligne furent accueillis par des bombardes et les piétailles. La retraite fut sonnée. Dès que les cavaliers firent demi-tour, les archers sortirent des lignes pour collecter les flèches et achever les soldats bloqués sous les cadavres de leurs chevaux. Bien que lourdement armés, ces derniers furent rapidement abattus avec des dagues plongées dans les visières ou dans les parties vulnérables. S'étant reformée, la cavalerie française lança une nouvelle charge, sans plus d'effet. Troisième charge eut plus de succès. Les cavaliers se concentrèrent sur la droite anglaise, où les combats acharnés débutèrent rapidement. Le prince noir envoya des demandes d'aide à son père, Édouard, mais celui-ci refusa. Son fils allait devoir gagner ses combats sans l'aide de la réserve. Mais de plus en plus de chevaliers français passaient dans la brèche. Le prince fut désarçonné et secouru par ses gardes du corps. Il renouvela sa demande, suppliant son père de lui envoyer sa 3e division en support. Mais une fois de plus, celui-ci refusa en s'écriant « Laissez le garçon gagner ses éperons, car je le veux, et si Dieu le veut, il aura toute la gloire. » Il fit néanmoins une exception, et lui fournit 20 de ses meilleurs chevaliers. Ces derniers galopèrent pour démonter et combattre à pied. Les Français étaient une fois de plus repoussés. L'arrivée du roi de Bohême et de ses troupes permit aux Français de lancer une 4e charge. Le roi de France également prit part à cette charge et fut blessé. Les charges se répétèrent encore et encore, jusqu'à la tombée de la nuit. À la fin de la bataille, les Anglais avaient perdu 300 hommes, et les Français accusaient des pertes immenses. 4000 pertes, dont 1542 chevaliers, parmi lesquels figuraient de grands nobles. Charles II, duc d'Alençon, le frère du roi.
Louis Ier, comte de Flandre. Raoul, duc de Lorraine. Louis, comte de Blois. Jean Ier, roi de Bohême. Mais également 2300 Génois et leur commandant, Antonio Doria. L'infanterie française, étant considérée inférieure par la noblesse, n'eut pas l'occasion de combattre. Philippe, le roi de France, a été blessé par une flèche et se retire vers Amiens avec le reste de l'armée royale. Cette importante victoire permit aux Anglais de poursuivre leur pillage du nord de la France, notamment en assiégeant le port fortifié de Calais, qui ouvrit ses portes en août 1337, après un long siège. Calais allait rester sous possession anglaise jusqu'en 1558 et devenir une importante base pour de prochaines incursions sur le sol français. Édouard avait repris des terres de Ponthieu, mais la Guyenne était bien plus importante. Son fils, Édouard de Woodstock, aussi appelé le Prince Noir, s'était bravement illustré durant la bataille et reçut personnellement le titre de chevalier de la part de son père. Il allait par la suite s'illustrer dans l'histoire en reprenant des terres anglaises en France. Dans un prochain épisode, nous verrons comment le conflit atteindra le sud de la France lorsque le Prince Noir mènera ses propres expéditions pour réclamer la Guyenne. Et ça, nous le verrons dans un prochain épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Veni. Au plaisir de vous revoir.